On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la protection de la rivière Richelieu avec l'organisme le Covabar. Mais d'abord, il est spécialisé en informatique et son expertise a été réclamée. Il est allé à Paris pour prononcer une conférence. Notre invité s'appelle Steve Dion. Ce n'est pas tous les jours qu'on est appelé à prononcer une conférence à Paris. Et c'est le cas du Joannais Steve Dion, président fondateur de WebTech, qui est une entreprise de la région. Il est avec nous. Il est déjà de retour. Steve Dion, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'était un court séjour. Effectivement, environ 3 jours. À peine. En 4 jours, je suis revenu, mais là-dessus, j'ai perdu une journée. Évidemment. Une journée de voyagement à peu près. Bon, pour que les gens comprennent, premièrement, WebTech, ça existe depuis combien de temps et c'est quoi comme entreprise? En fait, WebTech existe depuis déjà 15 ans. Et puis, on est une firme d'informatique qui est spécialisée en gestion de parcs informatiques pour les PME. Donc, dans la grande région de la Montérégie. Là. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les propriétaires et les dirigeants d'entreprises à faire une saine gestion de leur parc informatique, à protéger leurs données, donc, et assurer la continuité de leurs affaires. Là. Donc, tout ce qui touche à l'informatique dans un parc, dans une PME, on s'en occupe. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'on t'a demandé à toi d'aller prononcer une conférence à Paris dans un événement qui s'appelle BMSP? En fait, c'est MSPCon? Effectivement, c'est MSPCon. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été appelé à aller comme conférencier là-bas? Je dirais que c'est un concours de circonstances parce que depuis plusieurs années, je participe à plein de conférences sur l'industrie aux États-Unis, au Canada. Puis dans ces événements-là, je dirais que ça fait un bon 4-5 ans que je participe à ces événements-là pour approfondir nos connaissances sur les technologies qui existent, sur les meilleures pratiques de l'industrie. Donc, on assiste à des conférences, mais aussi on partage entre nous les gens qui assistent à ces conférences-là. Là, je vois le contexte. Là. Tu t'es fait des contacts. Exact. Et de fil en aiguille, finalement, on t'a appelé, on t'a invité. Là. Exact. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, MSPCon a été organisé par des gens qui sont locaux à la France puis qui travaillent très, très, très fort pour monter l'industrie du MSP, dans le fond. Là. MSP, ça veut dire quoi? En fait, MSP, c'est un terme anglophone, c'est surtout américain. Ça veut dire Managed Service Provider. Donc, en français... Tu le traduis comment en français? Ça serait soit des services gérés ou de l'infogérance, là, ça dépend, il y a différents termes, là, mais ça se traduit bien par des services gérés. Là. Bon, et cet événement-là là, qu'on appelle MSPCon, qui se tient à Paris, c'est quoi comme événement? En fait, c'est un événement qui est mis en place. C'était déjà la 3e édition, je crois. Et puis, c'est un événement qui est mis en place pour sensibiliser les fournisseurs informatiques de la France au modèle du MSP et de l'infogérance. Parce que, dans le fond, je dirais, c'est un modèle qui est relativement nouveau pour eux en Europe. Qui est en place ici depuis déjà quelques années déjà. Là. Nous, au niveau du Canada, on est un petit peu en retard sur les États-Unis par rapport à ça, puis l'Europe était en retard sur nous par rapport à ça. Donc, ce qui a fait que j'ai été appelé à être conférencier là-bas. C'était ma question, parce que, bon, on comprend dans quelle industrie tu travailles, on comprend que tu as déjà assisté à ce genre de conférences un peu partout, tu t'es fait des contacts. Eux, en Europe, en France, tiennent ce genre d'événements-là. Mais pourquoi ces gens-là, ils t'ont appelé toi? En quoi ton expertise était intéressante à partager pour eux? Bien, en fait, 2 choses. La première des choses, c'est que, dans le fond, c'est l'aspect de la langue. Les Français sont un petit peu fermés par rapport aux Américains, par rapport à leur façon de penser. Puis il y a la barrière de la langue, évidemment. Là. Donc, il y a une portion du français. Puis il y a une portion aussi du fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà 5 ans, on a fait un virage majeur dans notre modèle d'affaires à l'interne. C'était un changement qui était vraiment important. Qui n'était pas facile à faire, puis qu'on a réussi à faire. Puis je sais consistant en quoi? Bien, en fait, ce qui arrive, c'est que dans notre industrie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent des services à taux horaire seulement. Donc, dans le fond, en gros, ce que ça fait, c'est que dans le fond, ça brise, on est appelé, on répare. On est toujours réactif, puis on est toujours des pompiers à éteindre des feux. Il n'y a pas de prévention. Exactement. Donc, le virage qu'on a fait, c'est d'aller complètement à l'opposé. Puis on n'offre plus de services à taux horaire du tout. On offre des services simplement en contrat dans lesquels il y a une panoplie d'outils qui sont inclus. Et en Europe, ils fonctionnent comment là-dedans? Bien, en fait, ils sont encore beaucoup à taux horaire.
Donc, le terme anglophone, c'est break-fix, là, mais je dirais que c'est du temps immatériel. Là. Bon, et toi, dans ta conférence, dans le fond, ça durait combien de temps, cette conférence-là? En fait, j'ai eu à intervenir 2 fois. J'ai eu à intervenir en avant-midi où est-ce que j'ai parlé un petit peu de mon parcours, puis j'ai eu beaucoup de questions de l'auditoire. Puis en fin de journée, on a eu un panel avec 3 MSP locales et moi qui étaient sur scène encore pour répondre à des questions du public. Là. OK. Et tu leur as dit quoi à ces gens-là qui étaient là dans la salle? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le changement qu'on a fait, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui envient ce changement-là parce que c'est un changement qui était vraiment pas facile, puis on a réussi à passer du modèle de break-fix à un modèle de service géré vraiment complet. Puis aujourd'hui, après 5 ans, on a juste des clients sur contrat, puis on est capable de beaucoup plus facilement prévoir nos embauches, bien supporter nos clients, bien les protéger. Donc, dans le fond, mon objectif là-bas, c'était de faire comprendre aux gens de la France que c'était un changement qui était possible, mais que ça impliquait quand même... c'est un changement de mentalité complet. Est-ce qu'ils étaient sceptiques, les gens, dans les questions qu'ils te posaient? Est-ce que tu sentais qu'ils n'étaient pas trop sûrs? Ah oui, lui, eux autres, ils ont fait ça. Est-ce que ça pourrait marcher chez nous? Je ne sais pas. C'est sûr qu'ils sont en arrière quelques années déjà. Et puis, c'est sûr que les gens ont du mal à comprendre le changement parce que, dans le fond, nous, c'est un changement vraiment... c'est un virage complet qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui vont garder des clients, qui vont continuer à servir les gens à taux horaire, seulement au besoin, de façon réactive, puis qui vont aussi offrir des contrats. Mais nous, c'était 2 modèles qui ne pouvaient pas cohabiter ensemble, puis on a décidé d'aller complètement... Exactement. Bon. C'était un choix d'affaires. Il y avait combien de participants à cet événement-là à Paris? Je dirais qu'il y avait entre 120 et 125 participants qui étaient présents à l'événement. Des gens avisés, là, des initiés, des gens de l'industrie. Oui, absolument. Oui. OK. Fait que vous parliez un peu le même langage. Là. Je comprends qu'on parle le français, mais je veux dire, dans cette industrie-là, on parle un peu le même langage. Oui, absolument. Est-ce que tu penses que ta collaboration a été porteuse? Est-ce que ça a généré des... Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que les gens sont partis de là avec peut-être cette idée d'appliquer le même modèle que vous avez fait? Bien, j'ai tendance à croire que oui. Selon la réceptivité de l'audience, les échos que j'ai eus aussi par la suite, les gens étaient très intéressés. Puis il y a eu beaucoup de questions, plus de questions qu'à l'habitude sur notre parcours, puis sur comment on l'a fait, puis pourquoi, et avec tout ce que ça implique. Là. Donc, j'ose croire que je vais avoir réussi à inspirer quelques prestataires informatiques d'Europe. As-tu aimé l'expérience? Absolument. Oui, c'était très enrichissant. Puis autant, en fait, juste d'échanger avec les gens locaux sur l'industrie, sur la façon d'offrir les services, sur les raisons d'offrir nos services dans ce modèle-là, puis de pouvoir un petit peu faire changer les gens d'opinion sur le bien fondé puis sur tous les bénéfices. Puis c'est des bénéfices qui sont autant pour nous que pour les clients, là, au niveau de la sécurité et puis de la tranquillité d'esprit qu'on peut amener à nos clients. Mais ça, dans le fond, on parle de gestion de parc informatique, mais aujourd'hui, le mot sécurité n'est jamais très, très loin. En fait... C'est comme même à la limite, je dirais, même qu'un peu la base de tout ça, parce que on parle de parc informatique, mais ultimement, c'est des gestions de données, c'est de la protection de données, il faut que les équipements fonctionnent, il faut qu'ils soient... Il y a tout un système. On est beaucoup dans la sécurité informatique. Oui, tout à fait. Je dirais qu'aujourd'hui, les enjeux principaux par rapport justement à la gestion d'un parc informatique, ça se situe au niveau de la sécurité. Les enjeux ne sont plus dans la vente de matériel, dans brancher un ordinateur ou des choses comme ça. Là. Surtout avec la décentralisation des données qui vers le cloud, vers toutes sortes d'applications. Oui, le nuage. Effectivement. Il y en a des affaires dans le nuage. Il y en a plein des affaires dans le nuage. Mais la sécurité, effectivement, c'est un enjeu, puis malheureusement, c'est beaucoup trop souvent négligé. Et pour une entreprise comme la vôtre, de ce que je comprends, dans le fond, c'est que le virage fait en sorte aujourd'hui que le fait de s'occuper d'un client, et non pas juste quand il nous appelle, quand il y a des problèmes, ça permet une autre... Bien, ultimement, ce que je comprends, c'est que c'est meilleur pour l'entreprise, pour vous, mais c'est meilleur pour le client que vous servez aussi. Oui, absolument. Bien, en fait, c'est un des aspects que je tenais à souligner dans le témoignage que j'ai livré en France, c'est que oui, on ne se cachera pas, il y a des bénéfices pour nous parce que ça nous permet de beaucoup mieux gérer notre entreprise. Nous, quand on a fait le changement, c'est pas compliqué. Là, le virage, on l'a fait dans le but de continuer à survivre, mais
pas juste de survivre, mais d'être capable de survivre vraiment en servant nos clients de façon adéquate. Mais tu sais, ça me fait penser, tu vas dire que la comparaison est drôle, mais tu sais, récemment, j'ai un ami à moi qui a eu des ennuis avec son système de chauffage commercial. Bon, évidemment, il l'a fait réparer, mais le type a dit, c'est la dernière fois que je viens. Si tu n'as pas un programme d'entretien annuel, je ne viens plus. Donc, on voit que même dans une entreprise qui fait de la clim ou du chauffage, dit, je vais te charger 200 pièces de l'heure pour réparer ton problème. Mais en même temps, tu es peut-être mieux de prendre un contrat annuel puis que je vienne 3-4 fois par année voir si tout est correct. Ça peut s'appliquer au monde de la gestion d'un parc informatique aussi. C'est exactement le même principe. C'est la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire pour bien maintenir un parc, pour faire une saine gestion. Il y a de la maintenance, il y a de la surveillance, il faut être capable de voir quand les problèmes vont venir. Il y a de la documentation à faire, il y a de l'accompagnement à faire. Puis c'est plus simplement technique. Il y a une portion d'accompagnement business aussi là-dedans. Il faut comprendre où nos clients vont. Mais tu sais, ce que je trouve quand même particulier dans tout ça, dans cet épisode où toi, tu prononces une conférence en France. Moi, je travaille dans l'industrie médiatique, puis souvent, j'ai eu des congrès, mais dans mon monde à moi, là, la fédération. Et souvent, on avait des conférenciers internationaux. On disait, oui, on va... Monsieur Untel de Paris va venir prononcer une conférence. On trouve ça bien hot. Mais là, à l'inverse, c'est aussi vrai, parce que quand je regardais sur le site Internet du MSPCon, là, je voyais, oui, Steve Dion du Canada, de Montréal, conférence sera prononcée en français. C'était écrit en dessous de ton nom. Oui. J'ai trouvé ça très drôle, mais je ne sais pas quelle perception eux avaient de dire « Hey, on a un gars du Canada qui vient nous parler de ça. » C'est pas la perception des Français là-dessus? C'est difficile à dire. Je pense que c'était apprécié, là, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans l'industrie, des conférences, en français, il n'y en a pas des tonnes. Donc, c'est très américain. Il y a des conférences au Canada, puis même des conférences locales ici à Montréal, ça se passe souvent en anglais. Là. Donc, je pense que le fait d'avoir quelqu'un avec qui ils pouvaient converser dans leur langage. Puis aussi, je pense que ce qui était intéressant pour eux, c'est que dans le fond, ils pouvaient facilement se comparer à nous par rapport à la taille de notre entreprise, par rapport aux changements qu'on a faits, que c'est réalisable pour eux aussi, même s'ils ont une petite équipe. Là. Donc, je pense que ça a été bien reçu. Bon, tu vas pouvoir ajouter maintenant sur ton profil LinkedIn Steve Dion International. Conférencier. International. Steve, merci beaucoup. Félicitations, puis bonne chance pour la suite. Super, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la protection de la rivière Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Hey François, en fin de semaine, il y a du drag de motoneige à l'Acadie? Oui, c'est Marc-André Fortin qui vient nous en parler, le promoteur. Et en deuxième partie, on parle du Napierville Drago et de record de course avec Carl Brunet. Ça sent l'essence ici, les gars aiment ça. Ouais. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Si je vous dis Covabar, est-ce que ça vous dit quelque chose? Si je vous parle de bassin versant, de rivière, de protection de la rivière, de protection de la ressource eau, EAU, est-ce qu'on commence à s'approcher du but? Peut-être. On en discute avec notre invité, Sylvain Lapointe. Il est directeur des communications et des partenariats au Covabar au BV Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. C'est quoi ça, le Covabar? Bien, le Covabar, c'est le comité de gestion et de valorisation de la rivière Richelieu. Et depuis 2008, on a également une partie du fleuve Saint-Laurent, de Brassard à Sorel, duquel également on est responsable, puisqu'on a un mandat par le ministère de l'Environnement pour planifier et mettre en œuvre le PDE, qui est notre plan directeur de l'eau. Donc, c'est un grand diagnostic qui a été fait, puisque le Covabar va quand même à l'aube de ses 20 ans.
Alors, les premières années du Covabar ont été, dans le fond, principalement axées sur la mise en place et puis pour le PDE. Donc, on a un grand diagnostic qui a été fait de l'état de la rivière, de l'état des cours d'eau. Et outre juste le Richelieu, le bassin versant, bien, ce sont tous les tributaires aussi de la rivière et les petits tributaires de tous ces multiples cours d'eau. Alors, on part réellement de la source de l'eau jusqu'au fleuve en suivant le courant de la rivière Richelieu. Quel est l'historique derrière la création, ce type d'organisme qui existe un peu partout aussi, là, mais ici, bon, dans la région avec le Covabar? Quand on remonte à il y a 20 ans, pourquoi on a mis ça sur pied, ces organismes-là? Bien, déjà, en 98, puisque si on refait la genèse comme telle du Covabar, c'est parti à l'époque du comité de mise en valeur de la vallée du Richelieu, qui était principalement axé sur le tourisme. Et avec le temps, bon, la mission, si on veut dire, du comité s'est un peu étiolée. Et en 98, à ce moment-là, on avait encore une belle grande organisation régionale qui était la SMD, la Société montérégienne de développement, qui est devenue par la suite le Conseil régional de développement de la Montérégie, où à ce moment-là, moi, je siégeais comme président du Conseil régional des loisirs, où également étaient présents la culture, le tourisme et l'environnement. Et le Conseil régional de l'environnement était présidé par M. Hubert Chamberlain, qui est toujours notre président aujourd'hui. Et donc, avait mûri, et Hubert, qui est à ce moment-là président du Conseil régional de l'environnement, voyait toute la nécessité éventuellement de prendre en charge la protection de l'eau. Et c'est en ce sens-là qu'il y a eu, à un moment donné, un grand colloque à travers la province qui était Au fil de l'eau, qui a réuni, dans le fond, les différentes entités régionales. Et à partir de là, on a récupéré l'incorporation du comité de mise en valeur pour créer à ce moment-là le comité de concertation et faire en sorte que, un peu comme on avait la même philosophie à l'époque en fonction du développement régional, où on mixait d'une certaine façon, je vais employer l'expression, les différentes sphères d'activité de notre société. Alors nous, on l'a fait en fonction de l'eau, puisque l'eau est partout. Bon. L'eau, c'est la santé. Quand on parle de l'eau et des cours d'eau et des rivières et tout ça, moi, c'est toujours marquant, mais mes parents me rappelaient que dans les années 50-60, c'était donc bien formidable parce qu'on pouvait se baigner dans la rivière. Oui. Moi, évidemment, dans les années où je suis né, les années où je pouvais me baigner, les années 80-90, on se disait non, on ne se baignera pas dans la rivière Richelieu, ça ne nous tente pas, il ne faut pas aller là. Après ça, au début des années 90, il y a eu toute cette politique sur l'épuration des eaux. Ici, à Saint-Jean, on a une usine d'épuration, puis un peu partout en province. On a commencé à épurer les rejets qu'on envoie. Bon, est-ce que le Richelieu s'est amélioré depuis? J'ose espérer que oui. Moi, je peux vous dire que oui, parce que même dans les années 40, 50, 60, les gens se baignaient. Mais il y avait de la pollution pareille, ils ne savaient pas. Savaient-ils réellement ce qu'il y avait dans l'eau? Oui, c'est ça. Alors, il n'en reste pas moins que, oui, la grande vague d'épuration des eaux des années 80 a fait en sorte que ça a contribué à réellement améliorer la qualité de l'eau, puisque l'eau, elle descend le courant. Alors, où est-ce que les gens rejetaient leurs eaux usées? Un peu plus bas, les gens buvaient cette eau-là puisqu'ils la puisaient pour la refiltrer, et leur eau usée allait dans l'usine de filtration du voisin jusqu'à Sorel. Alors, c'est ce qui fait que l'épuration a créé, pas, une grande amélioration de la qualité de l'eau. Parce qu'en même temps, ce qui est un peu particulier, je prends l'exemple de Saint-Jean, mais l'usine d'épuration, dans le fond, c'est pas tant pour nous que pour nos voisins de Carignan, Chambly et compagnie. Bien voilà, mais imaginez, en même temps, le cumul à partir du lac Champlain jusqu'à Sorel. Comme nous, on est tributaires, dans le fond, de ce qui se passe aux États-Unis. Effectivement. Et là, on a la chance, de par le lac Champlain, qu'il y ait une forme de dilution qui se fasse et d'épuration naturelle. Mais il n'en demeure pas moins que les usines d'épuration étaient plus que nécessaires pour améliorer nos cours d'eau. Mais même quand on regarde aussi, il y a quelques années, il y avait beaucoup de problèmes d'algues bleues en Québec. À chaque été, au mois de juillet, les plages fermaient une couple de semaines parce qu'il y avait des problèmes d'algues bleues. Problème qui, somme toute, assez... c'est beaucoup amélioré. C'est quand même amélioré. Pour moi, je crois qu'une des portions qui a aidé à faciliter cette chose, l'amélioration de l'eau, c'est le pont de Swampton aux États-Unis, parce qu'on sait qu'à l'époque, le pont était une jetée fermée, alors que maintenant, le pont a été ouvert. Alors, ça fait en sorte que l'eau circule mieux entre la baie Missisquoi et le lac, donc facilitant une meilleure oxygénation de l'eau. Bon, on parlait tantôt des bassins versants, parce que ça aussi, bon, il y a le Richelieu ou la baie Missisquoi et tout ça, le lac Champlain, et ultimement le fleuve à l'autre bout, mais il y a tout ce qui coule vers le Richelieu. C'est ça.
Ça, c'est un volet important. C'est un volet important puisqu'on va de Venise en Québec jusqu'à Sorel comme territoire. Et comme je vous disais, on a également une portion du fleuve Saint-Laurent, donc de Brasseur à Sorel, ce qui fait que sur notre territoire de bassin versant, c'est tout près d'1 million de population quand même. Alors, c'est des gens qui consomment de l'eau, qui polluent aussi l'eau parce qu'il y a quand même différentes formes de pollution. Et ce qui fait qu'au quotidien, que fait le Covabar? On comprend la mission, mais les actions, les gestes, qu'est-ce que le Covabar fait au quotidien? Bien, les principales actions au quotidien, il y a comme je disais, la mise en place du plan directeur de l'eau qui a fait en sorte qu'on a fait un grand diagnostic à travers la région, à travers le bassin. Et de ça découlent les différentes actions qu'on fait de plantation d'arbres, d'amélioration également de cours d'eau, de stabilisation de berges. Pour donner un exemple, ici, dans le Haut-Richelieu, on a participé à l'établissement du parc des Parulines dans le secteur l'Acadie. Alors, le Covabar a été partie prenante de ce projet-là. On a également fait cet été un grand travail de caractérisation de la rivière du Sud. Alors, un diagnostic complet de la rivière qui va permettre, avec GPS et cartographie, etc., qui va permettre éventuellement à la MRC et aux municipalités de pouvoir faire, dans le fond, la planification de l'entretien. Un contrat qu'on vient de faire également ici avec l'entreprise CBC 2010, qui est la stabilisation de berges le long du canal entre la rue Loyola et le pont Marchand. Alors, le Covabar a participé pour le sauvetage des poissons. Oui, Parce expliquez-moi que ça. Ça a l'air que c'est le contracteur, impressionnant, dans le fond, pour répondre aux besoins et aux normes de Parc Canada, se devait de faire la sauvegarde des poissons. Alors, le Covabar a quand même une expertise qu'on a développée depuis plusieurs années avec Parc Canada, parce qu'à l'automne, on vide les écluses. Oui. Alors, avec les écluses, on est en milieu circonscrit. Là, sur 1 kilomètre, il a fallu quand même user de débrouillardise. Expliquez-nous justement ce que vous avez fait. Quelqu'un me l'a conté, mais je veux l'entendre correctement. Alors, ce qu'on fait sur 1 kilomètre, on a fait des sections. Le contracteur avait fermé le canal sur 1 kilomètre. Donc, on a pompé l'eau pour réduire ça à environ 1,5 pied, maximum 2 pieds d'eau. Là, vous les avez pris un par un, là, c'est ça? Eh bien, presque, puisque là, par section, environ 50 mètres, avec ce qu'on appelle des filets de sédimentation, sur des filets quand même très minces, on faisait, dans le fond, comme un barrage de poissons. Et là, les équipes, avec un filet, récupéraient les poissons, les remettaient dans un bac, et là, avec une pépine, on remontait le bac sur la bande du canal. Et dans les premiers jours, parce qu'on a fait ça quand même, en plus, dans des conditions assez extraordinaires, en décembre et en début janvier. Ouais. Alors, je salue nos équipes qui ont fait ce travail-là parce qu'ils prenaient les poissons dans le slush, dans la glace, dans l'eau glacée. Alors, donc, on prenait les poissons. Les poissons, avant d'être remis à l'eau, étaient comptés, inventoriés, puisque pour faire ce travail-là, on avait ce qu'on appelle un permis sec du ministère de la Faune. Donc, on devait faire un inventaire des poissons qui étaient remis à l'eau. Et par la suite, le poisson tournait au Richelieu. Au Richelieu. Puis vous n'avez pris combien comme ça? Ici, pour cette section-ci, la rue Loyola, on a sauvé tout près d'une vingtaine de mille. 20 000. Et à l'écluse numéro 9, parce qu'on a eu à faire des travaux également là, en fin novembre, début décembre, c'est 50 000 poissons qu'on a remis à l'eau. Donc, dans notre opération, c'est principalement 70 000 poissons qui ont été mis à l'eau. Qui varient d'une quinzaine d'espèces. Vous les avez pris du canal, puis vous les avez mis dans la rivière. On a pris du canal, on a fait faire un petit tour de manège, et puis on les a remis à l'eau dans la rivière Richelieu. Combien d'espèces, vous dites? Une quinzaine d'espèces qu'on a inventoriées, là, puis il y avait quand même du poisson, ça allait de différentes grosseurs. Il y avait ce qu'on pourrait dire communément du mené, mais de différentes espèces. Et puis on a quand même trouvé quelques carpes, etc. Mais ce qui fait, dans le fond, le Covabar travaille avec Parc Canada, le ministère de l'Environnement, les villes, les MRC. Fait que dans le fond, vous êtes en partenariat avec un paquet de monde, là. Oui, et cette idée-là, de la part des administrateurs depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a toujours eu à cœur la pérennité de l'organisation. Alors, parce que le Québec, le gouvernement du Québec nous donne une subvention de base quand même pour assumer une permanence au niveau du Covabar. Et avec le temps, bien, on s'était toujours dit, bien, si éventuellement ils coupent la subvention ou etc., on aura des moyens puis des revenus qui vont nous permettre, dans le fond, de maintenir la mission. Alors, c'est en ce sens-là qu'on n'hésite pas à se présenter
plus comme une entreprise à but non lucratif, Ouais. d'une certaine façon. Comme une entreprise d'économie sociale. Parce qu'avec la subvention que Québec nous donne, on la multiplie par 6 cette année. Vous donnez une idée, là, c'est environ 217 000 qu'on a. Puis cette année, on va avoir généré 1 200 000 de chiffre d'affaires. Mais même si le Covabar existe depuis 20 ans, on voit et on sent qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur votre rôle, votre mission, les actions que vous posez. Puis parler de la rivière aussi, dans le fond, ultimement, c'est ça. Là, Parler de la rivière, de ses fleuves, usages, ouais. mais aussi comme citoyen, qu'est-ce qu'on a comme responsabilité? Puisque de l'eau, il y en a partout. Aujourd'hui, là, dans les derniers jours, on vient de recevoir presque une trentaine de centimètres de neige. Ouais. Mais la neige, c'est de l'eau. Alors, sûr, par sa fonte, ouais. elle va aller dans le réseau pluvial, elle va aller dans le réseau aussi d'égouts sanitaires, puisque dans la majorité de villes, il y a encore ce qu'on appelle des réseaux combinés. Donc, c'est un volume d'eau qui va aller à l'usine d'assainissement. Donc, toute cette eau-là, elle a un coût dans le fond pour l'assainir. Alors, c'est ce qui fait qu'il faut qu'on trouve des moyens pour la rediriger autrement et qu'elle puisse aussi s'éliminer de façon beaucoup plus naturelle plutôt que de la mettre en tuyau. Il y a un volet qu'on a oublié de parler aussi, c'est la pollution agricole. Oui. Est-ce que ça s'est aussi amélioré avec les années, ça? Bien, moi, je pense que je lève mon chapeau. Une majorité des agriculteurs puis une majorité des producteurs ont à cœur de trouver des nouvelles méthodes pour justement favoriser l'amélioration. Et si on regarde sur les 25 dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Il reste encore de la promotion à faire. D'ailleurs, l'UPA Montérégie fait actuellement une tournée à travers la Montérégie. Ils ont une quinzaine d'ateliers qui vont être donnés sur les bandes riveraines. Et là aussi, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui prennent en considération la rentabilité de ces fameuses bandes riveraines. Parce que dans un premier temps, on peut se dire « Ah, c'est une bande de terrain qui va être soustraite de la production ». Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'intrant qui va dans cette bande-là. Ça fait en sorte que votre sol reste plus humide, vous conservez plus votre terre, qui est le principal patrimoine. Alors, de plus en plus, il y a réellement une sensibilisation qui est faite. Et le Covabar, en ce sens-là, travaille aussi beaucoup avec l'UPA, avec les producteurs, justement, pour mettre en place ces bandes riveraines-là, les entretenir par la suite, puisque, juste vous donner un exemple, dans la région de Sorel, il y a un producteur qui a 12 km de bandes riveraines qu'il entretient lui-même sur ses terres. Ah ouais. Alors, et puis, ils sont toujours à l'avant-garde. Et puis, avec le temps, bien, il a trouvé des nouvelles façons, puis il est très avant-gardiste dans ses méthodes de production. Et la rentabilité et le rendement est là. Sylvain Lapointe, merci beaucoup. C'est fort enrichissant. Merci, M. Latour. À la prochaine. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. L'historien et rappeur Webster va être de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi 21 février à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs. Donc, si ça vous intéresse de l'entendre, vous avez les informations à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil et l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ne manquez pas le dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.